Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis là avec un point lecture parce que même si j'ai été pas mal absente, j'ai lu énormément de choses, notamment des BD et des albums jeunesse. J'ai pas lu énormément de romans. Je peux d'avance vous dire que jusqu'ici, j'ai aucune lecture qui soit un 5 sur 5 à 100%. Je réserve mes 5 étoiles pour un vrai coup de cœur. Sans plus tarder, parce qu'on s'en fiche un peu de mes updates, je vais vous parler de toutes ces lectures. Ma lecture la plus lointaine, c'est une lecture de 2024 dont je ne vous ai pas parlé et qui n'était même pas dans mes livres préférés de 2024, alors que pourtant j'ai adoré cette lecture. Je l'ai lue un peu avant le nouvel an, peut-être 3-4 jours avant le nouvel an, mais ça se lit tout seul comme une lettre à la poste. Il s'agit du Cochon de Noël de J.K. Rowling. Dans cette histoire qui se passe pendant Noël, on suit Jack qui a un doudou qui est un cochon depuis qu'il est petit, c'est son doudou, son être préféré de toute la Terre. Et un jour il perd son doudou, c'est le drame, c'est une catastrophe. Le soir de Noël, son doudou n'est pas là et il est pas prêt de le retrouver puisqu'il l'a perdu sur l'autoroute. Donc c'est le branle-bas de combat. Il reçoit un tout nouveau cochon qui ressemble en tout point au cochon qu'il a perdu, sauf que c'est pas du tout le même, puisqu'il a rien vécu avec ce cochon là, et il en veut pas en fait. Lui il veut son vrai doudou, son ancien doudou. Donc Noël commence mal, jusqu'au soir où Jack s'apprête à s'endormir et tout d'un coup toutes les choses dans sa chambre s'animent, y compris son nouveau doudou cochon, qu'il appelle le cochon de Noël. Et ce cochon va lui révéler que son doudou, il sait où le trouver, il se trouve dans la terre des choses perdues, là où vont toutes les choses que les humains égarent. C'est le soir de Noël, c'est le soir de tous les possibles. Jack va donc entrer dans ce monde-là avec son cochon de Noël pour retrouver son ancien doudou. C'est un périple long, compliqué et dangereux. Je m'attendais à rien en lisant ce livre et j'ai été étonnamment surprise par la qualité de cette histoire. Tout est vraiment incroyablement bien ficelé. Et je pense que pour les enfants qui ont entre 6 et 8 ans, c'est une très bonne lecture. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. La version anglaise en tout cas est écrite assez grosse. Il y a des images, donc c'est une très chouette lecture de Noël, ou pas d'ailleurs, hein, puisque moi je l'ai lu après Noël, mais bon, on était encore dans la période des fêtes. Ensuite, j'ai mis mes mains sur le prix Clara 2024. C'est un concours de nouvelles en fait. Et les collégiens de 13 à 16 ans, je crois, peuvent envoyer des nouvelles qui paraîtront ou non dans le prix Clara. Donc j'ai lu ce recueil de nouvelles, je pense que chaque année je vais lire le prix Clara parce que c'est un très bon moyen de découvrir des jeunes auteurs qui ont du talent. Ce sont des ados qui sont engagés, des ados qui veulent transmettre des messages à travers leurs histoires et je trouve que c'est très bien. Il y a vraiment des pépites dans ce recueil de nouvelles. Il y a des nouvelles que j'ai moins aimées que d'autres évidemment, mais ce qui est bien dans les recueils de nouvelles c'est qu'on a le choix. Et il y en a une en particulier que j'ai adorée et à laquelle j'ai mis 5 étoiles juste pour cette nouvelle parce qu'elle était écrite avec brio, avec beaucoup d'émotion. La lire ça a été compliqué pour mes yeux. Il s'agit de la deuxième nouvelle, Jusqu'à ton dernier souffle, d'Estelle Lemerlet. Cette nouvelle est écrite sous forme de lettre à quelqu'un qui est décédé et c'est une très belle lettre, c'est une très belle petite nouvelle qui est très triste, mais je trouve que l'autrice a dressé un portrait de deuil qui était très intéressant et qui était aussi très juste. Voilà, si vous voulez découvrir des jeunes auteurs qui ont du talent, je vous conseille le prix Clara. Ensuite, dans le même temps, je crois que c'est ma première lecture de 2025. Il s'agit des Derniers géants de François Place. C'est un livre qu'une de mes amies m'a offert pour Noël. C'est une relecture puisque j'avais déjà lu ce livre dans ma jeunesse, quand j'étais au collège justement. Je me souviens quand j'allais chez le médecin, le seul livre qu'il y avait qui soit pas un magazine, c'était cet album de François Place et donc à chaque fois que j'allais chez le médecin je le lisais, le relisais, le re-relisais et à chaque fois c'était un plaisir. Donc là ça faisait des années que je ne l'avais pas lu et pourtant ça a été une redécouverte absolument fabuleuse. J'ai déjà parlé de François Place dans plusieurs de mes anciennes vidéos. C'est un auteur-illustrateur que j'aime énormément parce que j'adore les mondes qu'il crée, je trouve que c'est des mondes fabuleux, il me fait voyager. Lire les albums ou les romans de François Place, c'est toujours un plaisir. Et dans cette histoire, on suit un jeune chercheur qui trouve un jour dans un marché une dent de géant
Et il commence à étudier cette dent et il commence à étudier les géants et il décide de partir en voyage pour trouver potentiellement les derniers géants. C'est un très beau récit qui est très triste vers la fin, mais je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vous spoil. 5 étoiles pour cette histoire-là, je pense pas que ce sera mon histoire préférée de janvier parce que je l'avais déjà lu, c'est un album que je connais, c'est un auteur que je connais aussi et j'aimerais bien avoir des nouveautés en 5 étoiles quand même, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas ce livre là il est juste absolument incroyable, comme tous les albums de François Place en fait. On retrouve le pays des géants dans l'Atlas des géographes d'Orbaé et c'est fou. L'Atlas des géographes d'Orbaé c'est un album qui est incroyable dont il faut que je vous parle. Ensuite, j'ai lu La fille du phare de Annette Schaap. Ceci est une traduction du néerlandais. Annette Schaap est une autrice néerlandaise. Elle illustre aussi. Toutes les illustrations de ce livre sont d'elle, de l'autrice. Son style de dessin colle très très bien à l'histoire. Ici, on suit une jeune fille qui s'appelle Loupiote, qui a perdu sa mère et qui vit seule dans un phare avec son père. Et son père est alcoolique. Il n'est pas capable d'allumer le phare chaque soir et donc c'est Loupiote qui le fait pour lui. Un soir elle oublie de racheter des allumettes, sans allumettes elle peut pas allumer le phare. Ce soir là il s'avère qu'il y a une grosse tempête et un naufrage et une fois que la tempête est passée, le maire de la ville va commencer à vouloir désigner un responsable pour calmer un peu la colère des gens. Le responsable tout trouvé, c'est évidemment le père de Loupiote, puisque ce soir-là, des témoignages racontent que le phare n'était pas allumé. Le maire de la ville va confiner le père de Loupiote à son phare et il va envoyer Loupiote travailler dans la Maison Noire. C'est une maison qui est pleine de secrets, dans laquelle, à ce qu'il paraît, habite un monstre. Et Loupiote est vraiment terrifiée à l'idée de se retrouver là-bas, puisqu'elle ne connaît rien de cet endroit, si ce n'est les légendes et les rumeurs. Et ça lui fait très peur, mais Loupiote va découvrir beaucoup de choses dans cette maison. C'est une très belle histoire qui était très bien traduite, qui était très rigolote. Le personnage de Loupiote est un personnage que je trouve vraiment lumineux. Et c'est aussi une très belle histoire de tolérance, voilà, par rapport à certains phénomènes qu'on ne comprend pas ou à certaines personnes qu'on ne comprend pas. C'est agréable de lire des histoires qui viennent d'ailleurs finalement, ça me donne un peu l'impression de pas lire que du français, même si ma lecture, même si je l'ai lu en français, j'ai l'impression que ça me connecte quand même à un monde littéraire qui n'est pas le monde littéraire français et c'est très agréable. J'ai passé un très très bon moment en compagnie de Loupiote et de toutes ses aventures. J'ai récemment terminé cette trilogie, il s'agit de la Winter Night trilogie, je ne sais pas comment elle a été traduite en français. Le premier tome, c'est L'ours et le rossignol, le deuxième tome, La fille dans la tour, et le troisième tome, L'hiver de la sorcière, de Catherine Harden. Je les ai lus en anglais, mais si jamais ça vous intéresse, ils sont disponibles en français aussi, je le sais. Sur cette trilogie, que dire? J'ai beaucoup de choses à dire, parce que en fait, j'avais mis énormément d'espoir dans ces livres-là, parce que on suit un personnage qui m'avait l'air très intéressant. Je saurais pas trop comment vous raconter cette histoire, parce que c'est une histoire très compliquée, avec beaucoup de personnages. D'ailleurs on s'y perd parfois beaucoup parce que il y a au moins une dizaine de personnages. Ces personnages ont tous des surnoms, donc parfois on utilise leur nom, parfois on utilise leur surnom. C'est assez compliqué de s'y retrouver parce qu'on utilise plus souvent leur surnom que leur nom, donc quand leur vrai nom est utilisé, il fallait que je revienne quelques pages en arrière pour voir qui était qui. Donc ça déjà ça m'a un peu refroidi. J'avais placé beaucoup d'espoir dans ce livre parce que c'est un livre qui met en avant le folklore russe. Ça se passe en Russie médiévale et donc je trouvais ça très intéressant parce que je me disais que c'était pas vraiment de la fantasy et qu'il y avait plus un petit côté conte de fées. Et en fait, alors il y a ce petit côté conte de fées, mais le personnage principal était juste insupportable. Alors elle a enchaîné les mauvaises décisions, hein. Vraiment, c'est assez insupportable. Et après, elle a passé peut-être 80 pages à se lamenter sur elle-même et sur son sort. J'ai pas spécialement accroché à ce personnage du tout. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu 2 autres tomes. Et ça je trouve ça problématique quand même dans une trilogie parce que à la fin du tome 1 vous avez quand même une fin qui est très satisfaisante, sans vous spoiler, mais tous les conflits sont réglés, tous les personnages ont eu leur fin. Et du coup, après avoir terminé ce 3e tome que j'ai terminé très récemment, j'ai du mal à saisir pourquoi il y a eu 2 autres tomes.
honnêtement le tome 1 se suffisait largement à lui-même. Je trouve que c'était compliqué à lire pour pas grand chose. J'ai pas eu de feeling particulier avec cette trilogie et j'en suis très déçue parce que je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Je sais qu'il y aurait pas d'histoire si ce personnage principal n'avait pas pris les décisions qu'elle a prises, mais ça reste des décisions qui sont quand même, enfin, le commun des mortels n'aurait pas fait ce qu'elle a fait parce que justement c'est évident qu'il faut pas le faire. Je sais pas trop comment expliquer, mais elle m'a beaucoup énervée sur ce point-là, le fait que il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont de sa faute, qui sont de son fait, et elle s'en excuse jamais. Elle est juste tout le temps à s'apitoyer sur son sort. Je vais pas vous en parler plus longtemps parce que sinon je vais me perdre en excuses et en explications inutiles. Mais voilà, sachez que vous ne perdez pas grand chose si vous ne lisez pas ça. Parce que effectivement le tome 1 se suffisait largement à lui-même. C'est ce que je me suis dit en finissant le tome 1. Je me suis dit bah parfait. Et j'ai l'impression que les 2 autres tomes étaient là simplement pour servir au développement d'une relation amoureuse entre 2 personnages. Et comme la romance c'est pas spécialement mon dada, j'arrête d'en parler parce que sinon je vais en parler pendant des heures et m'excuser 1000 fois de pas avoir aimé, donc il faut que je me calme. Ensuite j'ai lu Le Thé des Nuages de Malpite et Elspeth Graham. C'est un petit album jeunesse avec des petites images sur chaque page. J'ai trouvé non seulement les images magnifiques, mais le texte tout autant. Dans cette histoire, on suit une petite fille qui accompagne tous les jours sa maman à une plantation de thé et elle fait un peu sa vie pendant que sa maman ramasse le thé. Un jour, sa mère tombe malade, elle n'a pas la force de se lever pour aller à la plantation et c'est là que se pose un problème parce que pour payer un médecin, il faut travailler. Pour travailler, il faut aller bien. Et c'est pas le cas de la maman de cette petite fille, donc c'est un cercle vicieux et la petite va décider de ce jour-là prendre le panier de sa maman et aller elle-même travailler à la place de sa mère et de ramener un maximum de thé pour pouvoir payer un médecin. Ça va être une grande aventure une grande aventure en quelques pages, mais c'est une très belle histoire. Et c'était une pause bienvenue entre 2 tomes de la Winter Night Trilogy. C'est assez drôle parce que moi personnellement je ne bois pas de thé. Je n'aime pas ça. J'ai goûté, hein, j'ai essayé beaucoup mais je suis pas quelqu'un qui boit du thé ni du café d'ailleurs. Le café vraiment pas, mais le thé j'ai essayé parce que je me dis que tous les gens qui aiment lire boivent du thé. Et ça c'est un livre qui me fait vraiment regretter de pas aimer le thé. Parce que la façon dont le thé est décrit et le goût est décrit, ça me donne énormément envie de me faire chauffer un petit thé et je sais que je n'aime pas ça. Donc c'était le seul petit bémol de cet album, mais sinon il était vraiment très très mignon. Ensuite j'ai lu Princesse Sarah de France Hodgson Burnett et Nathalie Novi. Princesse Sarah, moi je ne connaissais pas parce que je n'ai vu ni les dessins animés, ni les livres. Je n'ai jamais lu ce livre, je ne connaissais pas ce livre. Enfin, je le connaissais puisque je connaissais son existence, mais je ne l'avais jamais lu et je comprends pourquoi, parce que j'ai pas aimé. Il n'y a pas de raison particulière au fait que j'ai pas aimé spécialement cette histoire. C'est un peu une histoire qui ressemble au Malheur de Sophie, mais je crois que même, enfin j'aime beaucoup les Malheurs de Sophie et les petites filles modèles de la Comtesse de Ségur. C'était mes livres préférés quand j'étais petite et je pense que celui-ci ressemblait un peu trop au Malheur de Sophie, ce qui fait que j'ai pas spécialement accroché à cette histoire, ni au personnage de Sophie, ni au personnage de Sarah, ni aux événements qui surviennent dans sa vie. C'est un classique, donc je ne peux que le recommander puisque lire des classiques c'est important, mais je n'étais pas très fan de cette histoire, donc je vais pas m'y attarder. Ensuite, j'ai lu cette pépite, il s'agit de Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. Alors, je vous avoue que quand j'ai emprunté ça à la médiathèque, je me suis dit Marie, il n'y a aucun monde où tu vas aimer cette histoire, vraiment. C'est une histoire qui est déjantée, qui est loufoque, qui est à la limite de l'absurde. Franchement, je pense que c'est une histoire qui va pas plaire à tout le monde. Mais moi personnellement, ce côté loufoque, déjanté, j'ai trouvé ça juste excellent, hilarant. J'ai passé un excellent moment avec ce livre. Ici, on suit une toute autre version de l'histoire du roi Arthur, puisqu'on va suivre sa fille Isabelle, qui un jour décide de s'enfuir du palais avec l'épée qui a été forgée par Merlin pour son père, parce qu'elle doit se marier à un baron et elle a absolument pas envie de se marier. Elle décide d'aller retrouver sa sœur et de vivre avec sa sœur.
Vous avez des personnages au design unique, mais quand je vous dis unique, c'est vraiment unique. Elles vont se lancer dans la quête pour retrouver la sœur d'Isabelle. Et quand elle va retrouver cette sœur, elle va tomber de haut pour des raisons que je ne vous expliquerai pas. Honnêtement, c'est très rafraîchissant à lire. Personnellement, j'ai adoré cette histoire. Il faudrait que je me renseigne et que je vois ce que ces gens ont écrit d'autre parce que vraiment je suis curieuse sur la bibliographie de cet auteur. J'ai lu la trilogie Yojimbot de Sylvain Repos. Alors il y a quelques petits détails de cette trilogie que je n'ai pas comprises, mais je vous en parlerai plus tard. Ici on suit des robots dans un Japon qui a été complètement abandonné par les hommes. Et un jour ces robots, c'est des robots samouraïs, enfin des robots qui vivent par les lois des anciens samouraïs. Ces robots vont rencontrer un petit garçon et son père dans la nature. Et ils vont recevoir l'ordre dans leur programme de robots de protéger cet enfant coûte que coûte. Et donc on sait pas vraiment pourquoi, on sait pas d'où sort cet enfant, mais en tout cas il est poursuivi. Il va partir avec ses Yojimbots, qui sont donc les robots samouraïs, pour essayer de rejoindre la tour numéro 4 où peut-être il pourra trouver de l'aide. C'était un plaisir de lire cette trilogie. En revanche, je suis pas sûre d'avoir véritablement compris la fin. Et la fin me laissait penser qu'il y aurait un tome 4. Donc j'ai regardé sur internet. Il y a un tome 4 qui est annoncé, mais d'un autre côté, il y a un seul site où j'ai vu un tome 4 d'annoncé. Sur tous les autres, apparemment, ça s'arrête au tome 3. Donc écoutez, je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'une trilogie ou pas. Mais en tout cas, je ne peux que recommander ce récit, enfin cette BD dystopique robotique, parce que c'était très original comme lecture. Et pour finir, j'ai lu Toutes les princesses meurent après minuit. Je ne me rappelle plus de l'auteur puisque je n'ai plus le livre avec moi, mais dans cette histoire, on suit le portrait familial amoureux d'une famille en 1997. C'est assez intéressant de faire un retour dans cette époque-là. Le petit garçon est amoureux de son meilleur ami, et sa grande sœur, elle navigue un peu les tourments amoureux que n'importe quelle adolescente pourrait expérimenter. Elle est au lycée. Et donc c'est vraiment trois personnages différents, trois portraits amoureux différents au sein d'une même famille. C'était assez intéressant, et au-delà de ça, c'était aussi une BD qui était très jolie à regarder. Il y a pas mal de couleurs un peu pastel, j'ai trouvé que c'était très relaxant à feuilleter. C'est pas une BD que j'ai adorée spécialement, mais je l'ai pas détestée. Enfin, c'était une BD, c'était un bon moment, mais voilà, c'est un moment qui est terminé. Mais c'était une très bonne BD quand même, moi j'ai bien aimé. Voilà, ce sont mes lectures du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes petites recommandations livresques vous ont plu aussi. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me donner votre avis dans les commentaires. J'aime bien partager. Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.